Bon, bien Jean-Marie, je te remercie de m'avoir invité pour donner cette conférence sur l'énergie nucléaire et la gestion des déchets. Je ne te remercie pas pour la date, parce que je dirais que compte tenu de l'actualité dramatique, je pense que j'ai un peu modifié mon exposé en disant on va revenir aux fondamentaux et donner plus d'aspects pédagogiques sur l'énergie nucléaire. Simplement pour vous rappeler, parce que là on l'a beaucoup entendu ces temps-ci, qu'en France il y a 58 réacteurs qui sont en fait placés sur 19 sites, donc 19 centrales. Ils sont tous exploités par EDF. Ils produisent 63 gigawatts électriques. Ils sont en fonctionnement depuis 40 ans, on va dire 1970, et ils produisent en fait les 3/4 de notre énergie électrique. Alors juste pour des statistiques, en fait, la France n'est pas, et se dit souvent le pays le plus nucléaire au monde. En fait, ce n'est pas nous qui avons le plus de réacteurs, ce sont les États-Unis, et puis derrière nous, c'est justement le Japon. Mais au niveau du pourcentage de la production électrique, la France est remarquablement en tête. Elle est vraiment pratiquement le seul pays qui est au-delà de 50%. Et vous remarquerez que derrière, il y a des pays, par exemple, comme l'Ukraine et la Suède, qui sont à 46 et 43%. Ce qui est intéressant, et j'arrêterai de faire la publicité de nucléaire après ce transparent, mais on comprend que quand on regarde maintenant le taux de CO2 qui est émis par habitant dans un pays, on voit qu'en fait, la France, parmi tous les pays développés, avec l'Ukraine, sont justement les pays qui émettent le moins de CO2, je dirais, par habitant et par an. Donc en fait, il y a une relation très importante entre l'énergie nucléaire et, je dirais, les émissions de CO2. Comme on a souvent dit que le monde durable, c'est justement lié aussi à la production de CO2, l'énergie nucléaire qui avait, je dirais, une acceptabilité sociale assez faible jusqu'à présent commençait à se prendre un petit peu des lettres de noblesse, je dirais, en étant considérée comme une alternative intéressante à toute l'énergie thermique. Je ne sais pas ce qu'il en sera à partir de je dirais, de cette semaine. Mais en attendant, on sait depuis longtemps que de toute façon, même si elle ne produit pas de CO2, il y a des aspects caractéristiques de l'énergie nucléaire qui sont les risques et les déchets. Bon, un autre point important aussi, c'est que vous voyez ici, c'est en fait le coût en fait, par mégawattheure d'énergie électrique produite. Et ce que vous voyez, c'est que le nucléaire, bon, évidemment, par rapport à tous les systèmes classiques, est actuellement le système le moins coûteux, ça aussi on le sait, mais je veux attirer votre attention sur le fait que le nucléaire, le combustible, en fait, n'est pas un aspect important. Le prix du combustible, de l'uranium, n'est pas important. Ce qui est important dans le prix du nucléaire, c'est l'investissement, c'est-à-dire la construction des centrales nucléaires. Donc, quand on amène la discussion sur la durée d'une centrale nucléaire, 40 ans, peut-on la prolonger à 50 ans ou à 60 ? On est en train directement de discuter le coût de l'énergie. Et il faut savoir que pour pouvoir démanteler les centrales nucléaires, entreposer les déchets nucléaires et la gestion, eh bien EDF provisionne 20% du coût de production, c'est-à-dire que chaque kilowattheure que vous payez environ 1 centime d'euro, 0,8 centime d'euro, pour en fait gérer les déchets qui seront liés à cette énergie nucléaire. Donc mon exposé va être en 3 parties. La première partie, ça va finalement que j'ai beaucoup allongé parce qu'avec mes collègues de laboratoire, on se posait nous-mêmes beaucoup de questions. C'est les principes du nucléaire, comment ça marche. On est tous en ce moment à se poser plein de questions. Ensuite, je vous parlerai vraiment de ce qui est mon sujet de travail, qui est plutôt le cycle aval du nucléaire, la gestion des déchets. Et je montrerai que fait, quand on gère des problèmes sur la gestion des déchets, qui sont majoritairement vitrifiés, on amène des problèmes de recherche qui peuvent amener à répondre à la question de monsieur, pourquoi les systèmes d'électrochrome vieillissent, ainsi de suite, parce qu'ils sont déposés sur du verre, et que le verre est un matériau qui vieillit. Et donc, en fait, je n'aurai probablement pas le temps d'en parler, mais je vous montrerai que ça nous amène à des problèmes beaucoup plus vastes, tels que le cycle de vie des matériaux. Alors, d'abord le nucléaire. La radioactivité, elle a été découverte il y a un peu plus d'un siècle par Henri Becquerel. Henri Becquerel, il s'intéressait à la phosphorescence, c'est-à-dire les matériaux, quand on les éclaire, à leur tour, ils émettent de la lumière. Et à un moment, il a voulu savoir si les matériaux émettaient de la lumière visible, il ne pouvait pas y en avoir qui émettaient des rayons X. Donc il éclairait des sels de potassium d'uranium avec de la lumière et il s'est aperçu qu'effectivement ils étaient phosphorescents. Il a fallu qu'un jour il fasse mauvais pour qu'il oublie de sortir son produit dehors, donc qu'il ne le mette pas à l'air et qu'il s'aperçoive qu'il phosphorescait quand même.
Ils venaient de découvrir la radioactivité naturelle. Quelques années après, Rutherford et Soddy se sont aperçus qu'en fait, la radioactivité était liée à des réactions chimiques, mais très bizarres, parce que en fait, c'était des éléments qui se transformaient en d'autres, du carbone qui se transformait en azote, du plutonium qui se transformait, enfin ça, il n'a pas découvert, ça c'est beaucoup plus tard le plutonium, mais il a découvert qu'il y avait des transformations en fait, d'éléments qui donnaient en fait d'autres éléments. Et puis, il a fallu encore attendre quelques années, les années 30, pour que Irène et Frédéric Joliot-Curie s'aperçoivent en fait qu'en bombardant un atome avec des particules d'hélium ionisé, on appelle ça des particules alpha, on pouvait les transformer en d'autres atomes. Cette transformation d'un élément chimique en un autre, en fait, ça s'est appelé la radioactivité artificielle. Alors, il y a plein de types de radioactivité. Je vous rappelle que c'est totalement naturel, il y a plein d'éléments qui sont radioactifs et qu'on trouve sur Terre. Il y a des radioactivités qui émettent des rayonnements bêta. Les rayonnements bêta, c'est des électrons. En fait, donc, c'est des éléments qui partent avec une forte énergie. Les électrons, ils sont arrêtés par des feuilles, je dirais, d'aluminium, ils ne pénètrent pas bien loin. Vous avez une radioactivité qui va émettre au contraire des rayons extrêmement pénétrants, qui sont des rayons X à très haute énergie, qui sont des rayons gamma, et qui peuvent être très dangereux parce qu'ils peuvent traverser des murs de béton. Et puis vous avez des radioactivités qui vont émettre des masses plus importantes des électrons, qui vont émettre en fait des noyaux d'hélium, des particules alpha. Ces particules alpha, en fait, elles peuvent être aussi arrêtées par une feuille de papier. C'est principalement les éléments lourds qui donnent en fait une décomposition, donc ils perdent de la masse parce qu'ils émettent des éléments alpha. Et puis il y a d'autres types de radioactivité. Il y a la radioactivité qui est induite. Si vous bombardez un atome d'uranium-235 avec un neutron, eh bien vous allez le casser en deux. Cet élément, en fait, d'uranium-235, il va vous donner deux éléments plus petits, de masse moitié, je dirais, et ces éléments-là, on les appellera des produits de fission. Vous pouvez faire autre chose aussi avec un neutron. Si ce neutron arrive, par contre, sur un atome d'uranium-238 et qu'il cogne dessus, je me suis trompé d'ailleurs, excusez-moi, je viens d'apercevoir que j'ai un mauvais... il peut, au contraire, le capter, c'est-à-dire il peut grossir en taille. Il y a une erreur dans mon transparent. Finalement, ce que vous voyez, c'est que lorsque vous avez des neutrons, ils ont une certaine énergie. L'énergie, c'est la vitesse des neutrons. Si vos neutrons sont très rapides, personne ne pourra les attraper. Ils ont une probabilité de capture ou de fission très faible. Par contre, si vos neutrons vont lentement, il y a une très forte chance qu'ils soient soit capturés, soit qu'ils cognent sur un atome et qu'ils le cassent. Après, ça dépendra de l'atome. Si c'est un atome qui a en fait un nombre de protons et de neutrons impair, comme l'uranium-235 ou le plutonium-239, il y a une plus forte chance que quand le neutron cogne dessus, il se casse. Ce sera la fission. Par contre, s'il a un numéro atomique pair, il y a une plus forte chance, en général, que si le neutron cogne dessus, il soit capturé. À ce moment-là, l'atome a capturé un neutron et il va augmenter de masse. Si on prend les éléments les plus lourds de la table périodique, ce sont ceux qui sont le plus susceptibles de faire ce genre d'événement. Ce sont les atomes d'uranium et les atomes de thorium. Eh bien, en fait, on dit que l'atome d'uranium-235 est fissile. Quand il capte un neutron, il va majoritairement se casser en deux morceaux. Inversement, l'uranium-238, lorsqu'il casse un neutron, il va donner en fait une masse 239 et il va se transformer en plutonium. Le plutonium, lui, est fissile à son tour. Donc l'atome d'uranium-238 n'est pas fissile, mais en captant un neutron, il peut se transformer en un atome qui, à son tour, est fissile. On dit que l'atome d'uranium-238 est fertile. Et puis, il y a d'autres atomes dont on parle peu, mais qui existent. Par exemple, le thorium-232, qui est légèrement radioactif, parce que vous voyez, il a une période qui dépasse largement, je dirais, la durée de vie de l'univers, mais il est radioactif. Eh bien, cet atome de thorium, il peut lui aussi capter des atomes des neutrons pour se transformer en un atome qui lui aussi est fissile et qui est l'uranium-233. Donc souvent, on dit que, vous verrez que pour les centrales nucléaires, on n'utilise que l'uranium-235. On dit qu'on n'a que 40 ans, je dirais, de réserve d'uranium pour les centrales nucléaires. Mais si de toute façon, dans 40 ans, les centrales nucléaires existent encore, on peut se poser la question maintenant,
Eh bien, de toute manière, on pourra utiliser le plutonium qui est produit dans les centrales, ou on pourrait utiliser le thorium pour fabriquer l'uranium-233. Et à ce moment-là, les réserves elles passeraient non pas de 40 ans à peut-être 2 à 3 000 ans d'uranium si on décidait d'utiliser ces atomes pour faire de la fission. Alors, je reviens à la fission. La fission, un neutron avec une certaine énergie, comme sur un noyau lourd, et il va le casser en deux atomes. Ces produits de fission, on va en parler, ce sont en fait, grosso modo, des atomes dont la masse des deux atomes, quand on en fait la somme, donne la masse de l'atome lourd. Si vous partez de l'uranium-235, masse atomique 235, eh bien vous allez casser en fait, de façon assez asymétrique. Vous allez avoir des atomes qui ont autour d'une masse de 130 à 140, avec des atomes qui ont une masse autour de 90. Parmi les produits de fission, ce dont on parle beaucoup en ce moment, en fait, c'est le xénon 135, l'iode 131, le césium 137, pour vous dire, le strontium 90, dont je vous reparlerai un peu après. Donc, le principe des réacteurs est le suivant. Vous allez avoir des neutrons. Ces neutrons, il faut qu'ils soient lents. Donc, vous allez les ralentir. Comment vous les ralentissez ? Par frottement. Vous les faites passer dans un corps qui va les thermaliser, leur faire perdre de l'énergie. On va appeler ce corps le modérateur. Et ils vont cogner sur un atome d'uranium-235. L'atome d'uranium va tout à coup se casser. Quand il se casse, il donne deux atomes plus petits, les produits de fission. Ces atomes ont une énorme énergie cinétique qui va être récupérée sous forme de chaleur, et c'est ce qu'on va utiliser pour produire de l'énergie. Et il va provoquer aussi deux neutrons qui ont une très forte énergie, qui sont rapides. Ces neutrons, en fait, ils vont, pour la plupart d'entre eux, être refroidis, donc par le modérateur, c'est-à-dire ils vont être ralentis, et ils vont pouvoir à nouveau revenir casser des atomes d'uranium. On va faire en fait un système en boucle qui va amplifier, puisque à partir d'un neutron, on en a créé 2, voire 3, et on peut continuer à amplifier, et donc ça fait une réaction en chaîne qui va continuer à casser des atomes de 135. Parmi ces neutrons, quelques-uns ne seront pas ralentis, parce qu'avant d'être ralentis, ils seront captés par de l'uranium-238, pour en fait donner des atomes plus lourds, parmi lesquels le plus important est le plutonium-239, qui est fissile, comme je l'ai dit, mais on peut continuer à augmenter le nombre de neutrons et on peut obtenir du neptunium, différents types de curium et de l'américium. Ces trois composés sont en fait, en matière de déchets, ceux qui seront les plus toxiques et qu'on appelle les transactinides ou les actinides mineurs. Le plutonium, lui, est important parce que, étant fissile, il peut être à nouveau une source d'énergie. Donc, les déchets qu'on va produire dans une centrale, on va les analyser tout à l'heure, ce sont les trois actinides mineurs, neptunium, curium, américium, et puis les produits de fission, qui sont, en fait, au moment où on les produit, extrêmement excités et, en fait, qui sont, je dirais, souvent les poisons, en fait, dans un réacteur nucléaire. Le point important, c'est qu'on provoque aussi beaucoup d'énergie et il va falloir à la fois la dissiper et aussi l'utiliser. Donc en fait, il faut rajouter un caloporteur, c'est quelque chose qui passe dans le réacteur et qui entraîne la chaleur avec lui. On va avoir différents types de caloporteurs. On va avoir de l'eau pressurisée, c'est-à-dire H2O, de l'eau lourde, c'est-à-dire de l'eau deutérée D2O, du graphite, du sodium. Et puis on va entraîner donc la chaleur au travers de ces systèmes. En fait, il y a donc le triptyque. Il vous faut un combustible, il vous faut un modérateur et il vous faut un caloporteur. Le carburant, c'est sans exception, dans toutes les centrales nucléaires du monde, de l'uranium-235. Il est à 0,7% à l'état naturel. Et puis, il vous faut un modérateur pour ralentir les neutrons. Le graphite a été utilisé en premier. Il était en fait un modérateur qui a été utilisé dans les premières centrales. Il n'est pas efficace, ça a obligé à avoir des centrales de très grande taille. Et puis, en fait, il n'était pas si sûr que ça. Ensuite, ce qu'on a utilisé comme modérateur, c'est de l'eau ordinaire, que j'appellerais de l'eau légère. L'ennui, c'est que l'eau légère, elle absorbe les neutrons. Donc, en fait, en même temps qu'elle est ralentie, elle en fait disparaître quelques-uns. Pour que la réaction en chaîne puisse continuer, il faut qu'il y ait suffisamment d'uranium-235 pour qu'il y ait suffisamment de neutrons produits. Et c'est pour ça que les réacteurs à eau légère nécessitent d'enrichir l'uranium. Et donc, en fait, à partir de l'uranium naturel,
on va l'enrichir par des méthodes de séparation isotopique qui permettront de monter le taux d'uranium-235 de 0,7% naturel à environ 3,5 ou 4% pour que ça marche. Mais les Canadiens, par exemple, ont fait des réacteurs qui travaillent à l'eau lourde des deux eaux et qui absorbent peu et donc en fait permettent de ne pas enrichir l'uranium-235. Donc ils font des économies sur l'enrichissement de l'uranium, mais par contre ça leur coûte cher de faire du D2O, d'extraire du D2O, donc ils y perdent de ce côté-là. Et c'est pour ça que les réacteurs à l'eau lourde comme nous ne marchent en fait qu'au Canada et en Inde, à ma connaissance. Il va vous falloir un caloporteur. Un caloporteur, en fait, c'est ce qui entraîne l'énergie. Dans les réacteurs qui fonctionnent actuellement, vous avez deux types de réacteurs. De l'eau sous pression, à très haute température sous pression, elle restera toujours liquide. C'est les réacteurs à eau pressurisée. Et puis vous avez des réacteurs où l'eau n'est pas sous pression, elle va donc, quand vous allez la chauffer, bouillir. D'accord ? C'est les réacteurs qui sont majoritairement employés dans le système. En fait, le principe d'un réacteur à eau sous pression, c'est que à la fois le caloporteur qui entraîne l'énergie calorique et le modérateur qui, finalement, malgré son nom, fait la continuité de la réaction nucléaire, si l'eau vient à manquer, normalement, la réaction nucléaire s'arrête, puisqu'il n'y a plus de modérateur. Donc, c'est un principe de précaution, mais on verra que ça peut ne pas suffire. Ensuite, il peut y avoir des réacteurs à graphite gaz, en général, et puis, il y a un modérateur, un caloporteur qui peut être intéressant, le sodium, parce qu'il n'absorbe pas du tout les neutrons, et il pourrait donc être utilisé pour faire des réacteurs en fait, à neutrons rapides ou des choses comme ça. Et en fait, vous allez avoir des derniers points. Donc j'ai dit le triptyque, ben, quand même un point, c'est qu'il faut un frein pour tous ces réacteurs. Il faut des barres de contrôle, il faut pouvoir faire tomber dans le réacteur des choses qui arrêtent les neutrons de partout. Et en fait, ces barres de contrôle, ça peut être du cadmium, des barres de cadmium, et c'est très souvent en fait un élément qui en fait arrête tous les neutrons, c'est le bore. Donc on fait des barres de contrôle en solide, en carbure de bore, et puis on a des réservoirs d'acide borique qui sont à injecter si on veut arrêter la réaction nucléaire en cas de problème. Voici en fait les différentes centrales qu'il y a. Vous avez en fait les premières centrales qui existaient, dont les dernières ont été arrêtées en France en 1994. On ne savait pas en fait faire de l'enrichissement de l'uranium. Alors ce qu'on a fait, on utilisait comme combustible de l'uranium naturel, et du coup on est obligé d'utiliser du gaz carbonique, CO2, comme caloporteur, parce qu'on ne pouvait pas utiliser de l'eau. Et on avait un modérateur en carbone. Ensuite, vous avez le filière CANDU, donc on va utiliser de l'uranium non enrichi à nouveau, mais le coût, il est dans l'eau lourde, c'est-à-dire des deux eaux qu'il faut en fait séparer de l'eau, et puis on va utiliser en fait de l'eau lourde sous pression. La même chose avec le réacteur en fait à eau sous pression, donc le REP, c'est ce qui est tous les modèles qui sont en France utilisent ce système, de l'uranium enrichi à 3% et de l'eau sous pression. Et puis vous avez la même chose qui est utilisée aux États-Unis et au Japon, c'est les réacteurs à eau bouillante. Les Japonais utilisent les deux modes de réacteurs. Et puis vous avez les vieux modèles soviétiques type Tchernobyl, où on avait en fait des très grands réacteurs, parce qu'ils utilisaient en fait des modérateurs au carbone peu efficaces et de l'eau bouillante, donc deux systèmes, parce que dans l'eau bouillante, vous avez la vapeur d'eau et l'eau liquide, qui évidemment rendaient les choses compliquées et qui a expliqué bien des problèmes. Et puis, il y a ces réacteurs à neutrons rapides qui, en fait, n'existent pas encore, à part, en fait, Superphénix, le surgénérateur, et le réacteur Phénix qui a été arrêté il y a peu de temps, et qui générait en fait 0,2 gigawatts, et qui, lui, utilisait comme caloporteur du sodium, aucun modérateur, parce qu'on utilisait, en fait, des neutrons rapides. Très rapidement, le principe d'un réacteur à eau pressurisée, vous allez voir en fait le cœur du réacteur, les barres de contrôle qui doivent tomber pour tout arrêter. Vous allez avoir un caloporteur qui est de l'eau sous pression, donc on n'a que de l'eau très chaude, elle est à 320 degrés. C'est le circuit primaire qui est en contact avec les radiations. Et ce circuit primaire qui est en contact avec les radiations transmet la chaleur à un système de turbine qui est le circuit secondaire, qui lui n'est pas en contact avec les radiations, et qui va faire tourner une turbine. Et il y aura un troisième système, le tertiaire, qui est un système de condenseur, soit à air, soit souvent avec des rivières, qui vient en fait finir de refroidir dans l'aval de la turbine, dans un système qui est classique.
Donc il y a, dans les systèmes à eau pressurisée, 3 boucles de refroidissement. Le système de réacteur à eau bouillante, en vous rappelant que c'est celui de Fukushima qui fonctionne, est un réacteur qui utilise simplement de l'eau qui bout. Donc là, on n'a pas de... Et ensuite un circuit de refroidissement. Donc en fait, il n'y a qu'un seul circuit d'eau, et plus le refroidissement, donc ça en fait 2. La construction est plus économique, elle est plus simple, mais à cause du fait qu'ici, il y a 2 phases, la vapeur d'eau et l'eau liquide, il va y avoir en fait un pilotage, je dirais, un petit peu plus compliqué de ces centrales. Et en fait, il y a aussi des problèmes de vieillissement et de corrosion plus importants liés au fait que quand il y a de la vapeur d'eau, ça peut être plus corrosif que quand il n'y a que simplement de l'eau. Voilà. Bon, comment on fait un réacteur? Vous voyez ici le cœur d'un réacteur, c'est un groupe 8, 3 mètres de diamètre par 13 mètres de profondeur. Vous allez mettre à l'intérieur en fait du combustible que vous allez rapprocher. Ce combustible, en fait, c'est des petites pastilles qui font en fait 8 mm de diamètre et 1 cm d'épaisseur. J'ai envie de dire, c'est des petites gélules. Ces petites gélules, vous allez les empiler dans une gaine d'un métal qui est du zirconium. Le zirconium résiste très bien aux radiations et la gaine de zirconium, elle est longue de 6 mètres. Elle va vous faire ce qu'on appelle un crayon. Ensuite, ces crayons, vous allez les réunir. En fait, vous allez dans par carré de 17 par 17, je crois. Et en fait, c'est ça que vous allez mettre à l'intérieur du réacteur. D'accord? Donc, ces crayons, en fait, je crois qu'ils peuvent rester jusqu'à 3 ans à l'intérieur du réacteur. Ils vont produire, en fait, des réactions nucléaires. Et ici, il va se passer, c'est que vous allez avoir les fissions. Les fissions vont engendrer à l'intérieur de la gaine de zirconium la formation d'un tas de produits de fission. Ces produits de fission, en fait, il se passe qu'ils vont avoir eux aussi une durée de vie et ils sont très très excités, ils ont une très forte activité, je dirais, de radioactivité. Et quand il y a de la radioactivité, il y a énormément de chaleur dissipée. Supposons que vous décidiez à l'instant T de stopper un réacteur nucléaire. Vous faites tomber les barres. Eh bien, en fait, sachez qu'immédiatement après que les barres soient tombées, tous les neutrons sont bloqués, mais il reste encore un tas d'espèces excitées qui se désactivent et qui relarguent de l'énergie. Il reste à peu près, en fait, je dirais, 7% à l'instant T de l'énergie d'un réacteur qui est dissipée. Pour un réacteur de 1 gigawatt, il reste 70 mégawatts, c'est-à-dire 100 mégawatts d'énergie qui sont dissipées par le réacteur. C'est encore une énorme centrale thermique. Le réacteur est arrêté de façon nucléaire, mais il faut se désexciter. 1 heure après, il ne reste plus que 1%, 12 mégawatts. Et puis, un jour après, il ne reste plus que 0,5%, et un mois après, il ne reste plus que 1 millième de %, c'est-à-dire encore suffisamment d'énergie. Donc, en fait, c'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'il y a un tas d'espèces de produits de fission qui sont très énervés et qui se calment. Il y a le xénon qui disparaît en quelques heures, qui est un poison des centrales. Vous avez l'iode 131 qui est extrêmement radioactif, extrêmement toxique, qui lui décroît en 8 jours. Vous avez le césium radioactif 137 qui est un émetteur gamma qui est très dangereux, qui part en 30 ans. Puis vous avez d'autres espèces. Eh bien, en fait, ça explique que, grosso modo, dans les premières heures, etc., vous allez beau arrêter un réacteur, il continue à chauffer, et il faut continuer à le refroidir. Et si vous ne pouvez pas, évidemment, vous courez à la catastrophe. Tchernobyl, Fukushima, et ainsi de suite. Donc, c'est ça les problèmes. Donc, ça veut dire que quoi? Que quand vous arrêtez un réacteur, vous allez d'abord le laisser se refroidir. Vous allez en fait le mettre dans une piscine, vous allez attendre 1 ou 2 jours, puis vous allez le mettre dans une piscine. Dans cette piscine, il va se refroidir pendant quelques mois. Jusqu'à une température suffisante, vous allez pouvoir le manipuler, le transporter dans des containers en plomb, et vous allez l'amener à l'usine de La Hague. Ensuite, le crayon que vous voyez ici, eh bien, en fait, vous allez le traiter pour les déchets. Vous allez d'abord le cisailler, et puis tout ce qui est dedans, vous allez le dissoudre dans de l'acide nitrique. Dans de l'acide nitrique très concentré, où vous allez dissoudre tous les éléments qui sont présents à l'intérieur. Donc il y a la gaine de zirconium qui va être dissoute, et puis vous avez tous ces éléments. Et puis ensuite, vous allez regarder ce que vous obtenez. En fait, si vous prenez, vous allez les séparer. Vous allez séparer l'uranium, parce qu'il peut être encore réutilisé, le Pu, et non pas le P, le plutonium qui peuvent être réutilisés, et puis vous allez, à nouveau, une fois séparés, les reprécipiter et les calciner sous forme d'oxyde. Vous allez ensuite prendre les actinides mineurs. On a de la chance parce que l'uranium et le plutonium, ils ont une chimie de métal tétravalent, ils se séparent assez facilement des autres. Les actinides mineurs, ils ont une chimie de trivalent,
Et donc, ils vont rester avec tous les produits de fission qui sont des éléments solubles comme le césium, des lanthanides ou tous ces éléments-là. Si vous faites un bilan massique, vous êtes parti avec 21 tonnes de combustible qui contenait en fait 700 kg d'uranium-235. Vous vous retrouvez en fait avec 20 tonnes d'uranium, donc vous aviez 21 tonnes, 200 kg de plutonium, et tout le reste en fait, c'est des déchets. Et donc, il y a une question, c'est que l'uranium, bien évidemment, finalement, il est encore plus riche que le naturel, donc il peut être réutilisé, ça peut être utile. La grosse question, c'est le plutonium. Le plutonium, en fait, il peut être un combustible. Et puis, on verra que si on le considérait comme déchet, on aurait vraiment des problèmes à le recycler. Donc, le plutonium, actuellement, on a tendance à le remélanger un peu à l'uranium pour fabriquer un mélange qui s'appelle le MOX, le mélange d'oxyde, si vous voulez. Quant aux actinides mineurs, on ne sait pas quoi en faire, et les produits de fission non plus. Donc, en fait, ceux-ci, c'est eux qu'il va falloir stocker sous forme de déchets, et je vous en parlerai après. En tout cas, les déchets, c'est important. La philosophie du stockage de déchets veut que, en fait, on ne doive pas relâcher, on doit considérer comme déchets nucléaires tout ce qui a une radioactivité supérieure à la radioactivité naturelle qu'on avait au départ. C'était la radioactivité naturelle de l'uranium. Donc, en fait, on doit regarder le temps qu'il faut pour que la décroissance nucléaire se fasse jusqu'à ce qu'on rejoigne ce qu'on appelle la radioactivité naturelle. Si on met un facteur de 1 à la radiotoxicité de l'uranium, eh bien on s'aperçoit que si on décide de recycler le plutonium, les actinides mineurs et les produits de fission, il va falloir environ 200 000 ans pour redescendre à la radioactivité naturelle et arrêter de considérer ceci comme un déchet. 200 000 ans. L'espèce humaine Homo sapiens existe, d'après moi, d'après la littérature, plutôt, depuis 100 000 ans. Donc ça vous donne les détails. Si maintenant on décide d'utiliser le plutonium, eh bien en fait, la durée de vie, je dirais, d'un colis de déchets au sens nucléaire, elle descend à 10 000 ans. Donc c'est plutôt le temps d'une civilisation. Et enfin, si on arrivait à se débarrasser des actinides mineurs et la transmuter, il ne resterait plus que les produits de fission. Et à ce moment-là, il faudrait plus que 250 ans, 300 ans pour redescendre à la radioactivité naturelle. Donc vous comprenez l'enjeu qui consiste d'abord à trier les déchets et ensuite à se poser la question de qu'est-ce qu'on va considérer comme déchets. D'accord ? Donc c'est là toute la discussion. Alors d'abord au niveau du plutonium. Le plutonium, je dirais, actuellement on est content parce qu'on le récupère à la sortie des réacteurs, on le mélange à de l'uranium, je dirais, neuf, et on obtient ce combustible qui a un MOX. L'ennui, c'est que ça a un coût élevé parce qu'il faut retraiter des déchets radioactifs. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, dans ce cycle-là, les centrales nucléaires actuelles, elles ne peuvent pas accepter plus de 20% de MOX. On ne peut pas les faire fonctionner avec 100% de MOX. Donc, dans la réalité, on produit plus de plutonium qu'on en reconsomme dans la boucle. Ce n'est pas une boucle fermée, donc on accumule du plutonium et ça pose un problème. Deuxièmement, le MOX coûte plus cher comme combustible, mais en plus, il a un moins bon rendement, donc les crayons durent moins longtemps dans le réacteur et la puissance des réacteurs n'est pas aussi bonne. Du coup, on est en train de penser à la génération 3. Donc, je vous rappelle, en France, souvent, ce n'est pas facile, tous nos réacteurs nucléaires sont de génération 2. Ils s'appellent des réacteurs à eau pressurisée, des REP. Eh bien, les nouveaux réacteurs s'appellent les EPR. C'est des travaux qui, je dirais, conjoints au niveau européen, qui avaient fait qu'on les appelait au début les European Pressurized Reactors. Et puis, comme les Américains se sont mis dans le jeu, on était obligé de changer le nom, donc ils s'appellent les Evolutionary Power Reactors. D'accord ? Donc, à quoi voici une image qui vient du CEA. Ce qu'on voit dans ce réacteur, c'est premièrement, il va avoir une puissance de 1,6 gigawatts électriques comparé à 900 et 1200 pour nos réacteurs actuels. Donc, il sera un peu plus puissant. Ensuite, il aura un meilleur rendement. Qu'est-ce que c'est qu'un réacteur nucléaire ? C'est une chaudière. D'après la loi de Carnot, si la chaudière fonctionne à la température T1, vous avez le rendement de Carnot 1 moins T1 sur T2. Il n'est que de 26% parce qu'on fonctionne à 230 degrés. Si on fonctionne à 350, on montera le rendement des réacteurs. Donc, il faut fonctionner à plus haute température, à condition d'avoir des matériaux qui résistent. Du coup, il y a besoin de faire des meilleurs matériaux, surtout des meilleurs métaux, etc.
il pourra brûler jusqu'à 100% de MOX. C'est génial, on aura une boucle fermée au niveau du nucléaire. Ils pourront durer 60 ans au lieu de 40 ans prévus pour les réacteurs actuels. Compte tenu du coût d'investissement dans un réacteur, évidemment, on comprend l'intérêt de ça. J'ajoute quand même que vous voyez qu'on a prévu en fait des systèmes qui sont des systèmes, alors c'est des pompes diesel qui doivent injecter de l'eau ou de l'acide borique pour la sécurité, qui sont prévus. On en a prévu 4 zones indépendantes et on dit que ça sera plus sûr que les précédents, qui étaient sûrs à 100%, comme vous le savez. Et puis, on vous montre qu'il y a un dispositif de récupération du cœur fondu. Donc, c'est clairement les problèmes qui sont connus et inventoriés. Et puis, on vous montre qu'il y a une enceinte conçue pour résister à une explosion d'hydrogène. Je rappelle que souvent on le dit, Fukushima récemment, Tchernobyl en 1986, ce n'est pas des explosions nucléaires qui ont fait sauter les réacteurs. Un réacteur ne peut pas faire d'explosion nucléaire. C'est simplement le réacteur qui se met à chauffer tellement haut que la gaine de zirconium commence à réagir avec l'eau pour fabriquer de l'hydrogène, et l'hydrogène explose. Donc ce sont des explosions, j'aurais envie de dire toutes bêtes, mais vraiment bêtes, d'hydrogène. Donc la situation est ça, c'est qu'en fait, on a dit que les réacteurs de la génération actuelle sont des réacteurs de génération 2, fonctionnant avec de l'eau pressurisée et de l'uranium enrichi. Ils avaient une durée de vie de 40 ans, point d'interrogation. On essaie de les faire durer plus longtemps. Je pense qu'on va beaucoup débattre de ça dans les prochains temps. Et devraient être remplacés maintenant par cette nouvelle génération de réacteurs, les EPR, qui devraient fonctionner pour une dizaine d'années avant qu'on les remplace par des systèmes futurs. Que sont les systèmes futurs? Ce sont probablement des réacteurs à neutrons rapides. Ce sont des réacteurs qui utiliseraient comme caloporteur probablement du sodium. Les Français travaillent beaucoup sur ce projet. C'est le projet Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration qui s'appelle le projet ASTRID. Mais en fait, il y a tout un effort international. On n'est plus en compétition, donc tous les pays collaborent pour essayer. Donc en fait, les Français sont spécialisés sur ces systèmes. Vous avez d'autres pays qui travaillent sur des voies qui utilisent plutôt des caloporteurs à gaz. Et puis, vous avez des réacteurs sous-critiques, donc qui ne peuvent pas chauffer et qui sont alimentés par un accélérateur à neutrons. Donc les neutrons viennent de l'extérieur. L'intérêt, c'est que dès qu'on coupe le courant, cela s'arrête. Donc ça peut être un intérêt. Et puis vous allez avoir aussi, évidemment, le projet ITER de fusion nucléaire. En tout cas, les réacteurs à neutrons rapides sont ceux qui emportent, je dirais, le suffrage parce qu'ils seraient capables de brûler de l'uranium 238 et non uniquement du 235, faisant passer les réserves d'uranium de 40 ans, paf, par un effet isotopique à 2000 ans, et capables aussi de brûler par déchets, de brûler par transmutation les actinides mineurs, donc américium, curium et neptunium. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est pour des années 2040-2050, dont malheureusement la plupart d'entre nous ne verront pas la couleur. Donc, je voulais parler de ça parce que ça m'a semblé d'actualité. Je suis dans les temps. Je vais maintenant plus vous parler d'un problème qui gère dans le temps, qui est le problème du nucléaire. Donc en fait, je pense à ce niveau-là, le nucléaire est très en avance avec les analyses de cycle de vie et la responsabilité. Quand on sait qu'on fabrique des déchets qui peuvent durer jusqu'à 100 000 ans, on a quand même des responsabilités vis-à-vis des générations futures. Donc en fait, très clairement, dans les années 60, c'était « not in my backyard ». Je ne travaille pas dans le nucléaire, je ne sais pas ce qui se faisait, mais on entend souvent des épisodes qu'on retrouve tel déchet nucléaire envoyé au fond de la mer, envoyé au fond d'une cave en Sibérie ou dans une rivière. Tout ça, c'est plus possible. Donc il y a un problème d'accessibilité sociale, protection de la santé humaine, protection de l'environnement et de la nature. Il y a aussi un domaine d'acceptabilité. Quand on prend des responsabilités en France, eh bien, on les prend aussi pour nos voisins riverains, donc c'est aussi très important. Et puis il y a aussi cet aspect temps qui est très, très important. On doit penser aux générations futures et on doit laisser évidemment un futur propre. Et le problème, c'est qu'on produit des déchets nucléaires, ils s'accumulent, et que devons-nous en faire? Si je reprends tous les déchets qu'on a vus passer, qui sortent d'un réacteur, bon, d'abord, il y a l'uranium et le plutonium. Ceux-là, il est acquis qu'on peut les réutiliser, et donc ceux-là, ce n'est pas des déchets. La définition de déchet, c'est qui n'est pas utilisable. Ensuite, il y a ces éléments très toxiques. Alors, le césium-137, qui a une durée de vie de 30 ans, je l'ai mis parce que, en fait, c'est lui, avec l'iode-131, qui sont les principaux
poison de Tchernobyl, et dès qu'il y a un problème avec une centrale nucléaire, un problème de confinement, c'est eux qui s'échappent. Ils sont particulièrement dangereux parce qu'étant un anion monovalent ou un cation monovalent, ils sont particulièrement solubles dans l'eau, donc ils diffusent très rapidement dans la nature, et en plus, ils peuvent pénétrer facilement dans le corps humain. Donc, c'est ça qui fait la toxicité de ces éléments-là, et on en trouve encore. Alors, l'iode, il a commencé à disparaître depuis un bon moment, d'accord, mais le césium, par contre, on en a encore pour un moment avec lui, pour celui qui vient de Tchernobyl. Ensuite, je n'ai pas dressé la liste, mais c'est quasiment toute la table périodique de produits de fission. Ils sont très nombreux, et même si j'en ai mis... Je vous ai mis le strontium 90. Il est pareil que le césium. Il est moins dangereux, il est émetteur bêta, il émet que des électrons, il a la même durée de vie, mais il est divalent, il pénètre moins. Par contre, il pourrait très bien remplacer un calcium dans les os et provoquer des tumeurs ou des cancers des os, donc ça ne veut pas dire qu'il est sympathique. Et puis, il y a surtout ces actinides mineurs qui ont une durée de vie qui va de 250 ans jusqu'à 2 millions d'années, et c'est eux qu'il va falloir gérer. Donc, en France, on s'est préoccupé de ces problèmes, et il y a une loi Bataille qui date de 1991, qui avait en fait donné pour objectif la prise en compte, je vous lis les textes, c'est important, de l'environnement et les droits des générations futures. Cette loi, en fait, vous tapez loi Bataille, elle est disponible, il y a un texte qui est disponible sur Internet et qui a le mérite de résumer aussi tout l'état du nucléaire en France, donc avec plein de données sur les courbes, etc. Beaucoup de celles que je vous montre sont tirées des sites législatifs. Et donc cette loi a défini un programme de recherche sur 15 ans autour de 3 axes. Axe 1, on va séparer et transmuter les éléments à vie longue, c'est-à-dire les actinides mineurs. Axe 2, on va regarder si on ne peut pas stocker ça de façon très profonde pour que ça ne ressorte pas. Axe 3, on va regarder comment on peut les stocker en surface de manière sûre, sans qu'il y ait de la dissémination. Ensuite, cette loi très importante a créé en fait l'Agence nationale de déchets radioactifs, et cette agence en fait, elle a un outil qui est un laboratoire souterrain dans la Meuse où elle étudie en fait la possibilité de confinement de déchets, comment ça se passe en stockage géologique profond. On était en 91, on s'était donné rendez-vous 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, en fait, c'est une erreur d'ailleurs, je ne vais pas rester. En fait, la loi Bataille. Voilà, donc oui, j'ai oublié de vous montrer voilà, c'était mauvais transparent. Vous avez l'axe 1, c'est de la séparation en fait des différents éléments et les remettre dans des réacteurs pour les transmuter, les bombarder avec des neutrons pour les transmuter. L'axe 2, c'est d'aller en stockage géologique profond. L'axe 3, c'est de stocker ça en surface de manière réversible. Tandis que le stockage géologique profond, d'un certain point de vue, on met ça à 500 mètres sous terre et on ne va pas le chercher de sitôt. Voilà. Et on met une croix au-dessus pour qu'on se souvienne qu'on a mis quelque chose au fond. Donc, le point, c'est que la loi 2006, elle a entériné les études qui ont été faites pendant 15 ans, et en fait, elle a renvoyé encore à une échéance plus tardive, et alors, finalement, c'est une loi périodique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le législatif qui décide de ce qu'on fait au niveau du stockage des déchets radioactifs. Donc, c'est un point important. Et donc, là, elle a cette fois-ci, pour l'axe du stockage des déchets, décidé en fait d'envisager le stockage et de voir en fait une instruction qui déciderait si oui ou non on autorisera le stockage des déchets radioactifs en France. Alors, les déchets. Les déchets, ils ont été classés en 3 catégories. Les déchets, dès que vous pénétrez dans une centrale, que vous allez avoir un sac en plastique et puis vous allez emballer un produit, vous risquez d'avoir des déchets radioactifs parce qu'il peut y avoir une contamination. Les camions qui pénètrent pour porter les containers, ils ont des bâches en plastique, ils peuvent prendre de la poussière, et ça doit être considéré comme déchets radioactifs, mais de faible activité. Par contre, ça fait un énorme volume. Inversement, vous allez avoir des déchets de moyenne activité, qui commencent à avoir des déchets de produits qui ont été en contact avec des produits hautement radioactifs, et puis vous avez les déchets de très haute activité. La différence, c'est que ceux qui sont de faible activité font un volume énorme, 600 000 m3 actuellement. Ceux qui sont en fait de très haute activité ne font que quelques mètres cubes, et après, il faut voir si on parle du déchet uniquement ou du conteneur qui contient le déchet. D'accord ? Chaque fois que vous mettez un déchet dans un conteneur, vous augmentez le volume. Donc ça, c'est un point important. Donc je vous montre rapidement un site le centre de stockage des déchets de faible et moyenne activité de l'Aube.
Donc en fait, vous voyez, c'est un énorme champ qui fait, j'ai perdu les valeurs. Et comme c'est de faible activité, ce qu'on fait, si on a en fait soit des barils en métal qu'on entrepose et sur lesquels on va mettre du béton pour empêcher qu'on y accède d'une part et que des choses ne s'échappent, soit en fait des espèces de gros barils en béton qu'on va mettre et qu'on va en fait gravillonner régulièrement. Donc vous voyez ici les barils. Et puis, en fait, mine de rien, comme ces barils contiennent souvent des gants de chimistes, etc., il n'y a pas que ce qui sort des réacteurs nucléaires, il y a tout ce qui est manipulé dans les hôpitaux et tout au niveau nucléaire. Ils font énormément de tous les tissus de nettoyage et ainsi de suite. Ça fait les blouses, tout ça. Ça fait énormément de volume. Donc, vous avez même, en fait, ils se sont aperçus qu'en compactant ça, ils y gagnaient la moitié du volume. Donc, ça permet, en fait, ces détails, je dirais, très triviaux, mais très importants. Bon. Moi, je suis quand même intéressé plutôt aux déchets de haute activité parce que ce sont de loin les plus dangereux. On a répertorié la taille. Vous pouvez considérer qu'il y a quasiment tout le tableau périodique qu'il faut considérer. Juste des petits ordres de grandeur. Les produits de fission, on en produit en France 63 tonnes par an. Ce qui veut dire que chaque année, vous produisez, comme moi, 1 gramme de déchets de haute activité. Donc en fait, si on répartit uniquement ces déchets, les produits de fission et les actines mineures, c'est 1,85 tonnes par an. Nous produisons 35 mg. C'est une petite tête d'épingle de déchets d'actinides mineurs. D'accord ? Ça paraît peu. En fait, c'est ça le problème des déchets de haute activité. En volume, ce n'est pas grand-chose, mais en danger, c'est énorme. Ensuite, une fois conditionnés dans du verre et emballés, en fait, oui, on va les stocker, vous allez voir, on va les vitrifier, on va les couler dans un verre, et en fait, inclus dans le verre, il augmente pratiquement d'un facteur 10 la taille des déchets, et lui, il devient déchet à ce moment-là. Donc en fait, vous pouvez considérer que vous avez un dé à coudre, c'est-à-dire à peu près 10 grammes de déchets de haute activité produits par habitant et par an. Donc votre dé à coudre, il faut vous le ranger quelque part. Si on ramène ça à tous les Français que nous sommes, ça fait 240 mètres cubes. J'ai pris, puisqu'on est à Paris, une ordre de grandeur. J'ai vu que la surface du Forum des Halles, c'était 50 000 m², soit 200 000 m3 si on met 3 mètres de plafond à peu près. Donc vous voyez que 200 000 m3, il y a de quoi stocker, grosso modo, les déchets nucléaires français pendant, je dirais, à peu près 500 ans. Il ne faut pas les serrer trop. J'ai pris la cathédrale d'Amiens, je ne sais pas pourquoi Jean-Marie, 100 000 m3. Donc on pourrait aussi utiliser la cathédrale d'Amiens. Alors, ces déchets, en fait, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait ? On a dissous les gaines de combustible dans de l'acide nitrique, ça s'appelle le procédé Purex, et en fait, on obtient des grosses solutions qui sont contenues dans des déchets, dans des containers en fait en acier inoxydable. Pourquoi ? Parce que ça chauffe, les radiations, donc en fait, elles sont à 60 degrés. Il y a un brassage et il faut faire attention que l'hélium qui est produit par les radiations ne fasse pas exploser le conteneur, donc il faut savoir évacuer les gaz, etc. D'accord ? L'ennui, c'est que, par exemple, ça, c'est le site de Hanford aux États-Unis, qui était dans l'État de Washington, qui était spécialisé dans le stockage des déchets nucléaires militaires, et ils sont depuis des années 1945, et on peut dire que ça commence à corroder, et c'est pas, il est temps de réfléchir à savoir quoi faire, plutôt utiliser des systèmes solides. Donc on veut plutôt emprisonner ces déchets dans une matrice solide, parce que c'est plus facile à manipuler. Pour cette matrice, il faut une grande stabilité chimique, ce n'est pas le tout qu'elle se dissolve. Le principal ennemi, c'est l'eau pour ces systèmes-là. Des stockages géologiques, des stockages à l'air, vous ne voulez surtout pas que l'humidité entraîne vos systèmes. Donc il ne faut pas que ça se dissolve. Il faut que ce soit une mise en œuvre faisable dans des conditions de nucléaire. Donc il ne faut pas que ce soit des trucs qu'on puisse fabriquer dans des atmosphères très compliquées, avec beaucoup de composés qui vont générer des gaz qu'il va falloir libérer et qui vont partir dans l'atmosphère. Tout doit être solide. Donc il faut qu'il y ait aussi une forte résistance à l'auto-irradiation. Vous allez générer des atomes d'hélium qui vont faire tendance à gonfler votre truc. Donc mécaniquement, ça doit tenir pour éviter les fracturations. Et puis, il vous faut une durabilité chimique parce que quand un élément va se transformer en un autre, il faut que vous puissiez contenir tous les éléments les uns à la suite des autres. Il faut en fait résister à tout. Voilà. Et particulièrement, la pire des choses, l'eau. Donc en fait, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Vous voyez ici sur des voies céramiques. Donc on a trouvé des structures qui ont en général des grandes cavités. Donc je vous les épargne. Les chimistes des solides les reconnaîtront.
les perovskites, les hollandites, les zirconolites, qui sont des systèmes qui ont, en fait, c'est des structures que j'appelle gentiment des structures poubelles. C'est des structures qui peuvent accommoder pratiquement tous les ions de la table périodique. Donc on peut mettre à peu près des ions, et quand ils vont se transformer par des croissances radioactives, on pourra continuer à les solubiliser. La structure hollandite, par exemple, c'est une structure qui est intéressante, parce qu'elle a des grands canaux. C'est une structure qu'on peut même envisager pour peut-être attraper du césium, qui est justement l'un des éléments les plus polluants actuellement, quand il y a un accident nucléaire. Bon. Voici aussi des systèmes des apatites, pour ceux qui ne connaissent pas la chimie. L'apatite, c'est le minéral qui constitue nos os, la structure minérale. On peut faire des apatites qui, pareil, en remplaçant le calcium par différents éléments, comme du néodyme. Le néodyme, par exemple, il ressemble beaucoup à l'américium ou au curium. Donc on peut faire des matrices spécifiques, capables de piéger spécialement un ion donné. Donc en fait, ça permettra, par exemple, de confiner tel ou tel élément radioactif, sauf que ça demande du travail. Il faut d'abord bien le séparer de tous les autres, et puis ça donnera une matrice spécifique. Mais après, c'est un moyen de ranger de manière spécifique les matrices. L'ennui, c'est que c'est assez compliqué. Et en fait, le point, c'est que pour l'instant, on préfère faire un stockage qui soit un stockage en masse, tous les éléments toxiques en même temps. On peut les chercher dans la nature des idées. Ce que vous voyez ici, c'est une plage de Guarapari au Brésil, qui est une plage en fait dont il y a à peu près 90 000 habitants dans cette ville. Ils sont très fiers de la radioactivité qui est chez eux. Ils disent que c'est bon pour les rhumatismes. Et vous voyez, ils revendiquent ça, l'hôtel thorium et ainsi de suite. Et c'est une plage qui est radioactive parce qu'à l'intérieur, il y a des phosphates de terres rares. Si vous faites du sable et une plage, c'est que le produit qui constitue le sable, il est extrêmement résistant à l'eau. Donc ça donne des idées. Donc pour ça, vous pouvez prendre en fait des phosphates, par exemple ici, les phosphates de terres rares qui constituent cette plage, on peut les travailler et on peut confiner du thorium, on peut confiner aussi des éléments tels que du plutonium, de l'américium et du curium. Il y a d'autres idées, en plus j'en profite pour vous montrer des belles images. Le point, c'est que d'autres analogues naturels vous montrent ici. Ça, c'est du bête sable. Le bête sable, vous le voyez ici aux Seychelles, vous voyez ici à Fontainebleau, il y a une calotte de silice qui est responsable qui fait parapluie sur les rochers de Fontainebleau. C'est pour ça qu'ils ont des formes si particulières. Tout ça, ça nous indique que la silice est particulièrement insoluble. Et cette silice, ça nous fait penser à quelque chose qui est intéressant, c'est le verre. Et le verre, en fait, je vais passer très rapidement dessus. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la silice, mais désordonnée de deux manières. La première, c'est qu'en fait, les atomes ne sont pas correctement à la place, on dit que c'est un produit amorphe. Le deuxième, en fait, c'est qu'à l'intérieur de ces produits, on a introduit en fait un fondant, c'est-à-dire on a fait fondre la silice SiO2, le sable, avec des alcalins, donc de l'oxyde de sodium, de l'oxyde de calcium, et en fait, on va avoir provoqué un désordre. Et ce verre, il faut le savoir, c'est en fait un liquide. C'est un liquide sur fondu. Quand vous refroidissez un liquide, normalement, à un moment, paf, il cristallise, il donne un solide. Mais si le liquide devient vraiment trop visqueux, c'est le cas des verres, il va former une pâte qui ne va pas pouvoir cristalliser, et vous allez obtenir, à basse température, quelque chose qu'on peut considérer comme étant un liquide. C'est bien un liquide, parce qu'on peut dissoudre plein d'éléments dedans. Mais avec du verre, l'intérêt, c'est qu'on a un liquide, on peut le tenir dans la main, c'est robuste, mécaniquement robuste. D'accord ? Donc en fait, ça donne l'idée de se dire on va faire une matrice qui est, je dirais, polyvalente, qui va pouvoir contenir tous les éléments et qui est à base de verre. Donc les chercheurs du CEA avaient travaillé dans les années 60-70 pour trouver des élaborations de verre. C'est des compositions qui sont extrêmement complexes, mais en fait, elles vont vous rappeler des souvenirs. Vous voyez ici un verre qui contient du Na2O, du SiO2 et du bore. Pourquoi le bore ? Le bore arrête les neutrons, il stoppe toutes les réactions nucléaires. Et il existe une catégorie de verres qu'on appelle les Pyrex, qui sont les verres de chimie, je dirais, de bonne qualité, qui sont aussi les verres de certains flacons pharmaceutiques, qui contiennent du bore, qui sont des borosilicates. Et c'est ces verres-là qu'on va utiliser pour confiner des déchets. Et ensuite, il faut mettre des compositions telles que les verres ne vont pas donner une séparation de phase, telles que vous n'allez pas avoir de précipitation. Mais ça a été fait. Et il existe en fait un verre, donc ce verre-là qui est une matrice. Donc en fait, ces verres-là, on prend les produits de fission, on les fait passer dans un four qui les calcine, qui fait sécher les nitrates et la vapeur d'eau, qui élimine. Et ensuite, on rajoute ce qu'on appelle une frite de verre, c'est-à-dire de la poudre de verre. Et en fait, on mélange le tout dans un four.
Et en fait, ensuite, on prend le verre, on le fait couler dans une espèce de récipient qui fait, je dirais, j'ai oublié sa taille, mais c'est 2,50 m par 40 cm de diamètre, et on fait une espèce de grand colis de verre. Donc le verre, il contient plein d'éléments, il y a du fer dedans, donc il a la couleur de vos vitraux céramiques de table de cuisine, et il va être stocké ensuite dans des hangars quand on va vouloir faire du stockage en surface. Et je dirais la quasi-totalité, je vous mens, il l'est, puisque la quasi-totalité des déchets français est maintenant vitrifiée. Il y en a à peu près 2 mm3. Ce qui est envisagé, et c'est là qu'il y a matière à discussion, c'est qu'en fait, ce qu'on envisage, c'est le stockage géologique profond. Voici un scénario qui est en fait étudié par l'endroit de stockage. Donc voici l'endroit où la géométrie du système est en cours d'étude dans dans la région de Bure, dans la Meuse. Donc ce que vous avez, c'est un stockage. Vous avez en fait une roche qui est principalement de l'argile. L'intérêt de l'argile, c'est que c'est mou, c'est imperméable à l'eau, et donc ça empêchera le produit le plus dangereux dans ce système-là, qui est l'eau, d'arriver. Et vous allez avoir en fait des puits, et à 500 mètres sous terre, vous allez ranger dans des galeries. Ces galeries seront des grands tuyaux d'inox dans lesquels vous allez enfoncer les containers là-dedans. On va les fermer, donc, et puis un jour, peut-être, on décidera de tout murer, de remplir ça avec à nouveau de l'argile et de ne plus y toucher. Là, c'est des décisions qui sont à prendre en 2015-2025. Voilà. Le problème, c'est que c'est le concept de barrière multiple, une matrice de confinement, d'abord le verre, la céramique, et puis le verre dans le cadre des déchets de haute activité. Ensuite, on peut mettre un conteneur en acier. Avec le verre, c'est obligatoire parce qu'on est obligé de couler le verre dans un conteneur, donc il existe. Une barrière ouvragée, donc c'est du ciment qui entoure le verre. Et puis un milieu géologique, qui est les 500 mètres d'épaisseur, qui assure la protection. Donc en fait, c'est le système des barrières multiples, je dirais les pelures d'oignon. Vous allez, si une barrière ne marchait pas, il y en aura une autre derrière, il y a une autre derrière, ainsi de suite. Il me reste 5 minutes, je voulais simplement vous dire dans le verre. Alors est-ce que le verre est quelque chose d'éternel ? Non, pas du tout, c'est ça qui est un des problèmes. C'est d'ailleurs mon sujet de travail. Le verre s'altère. Vous avez une image pour la petite histoire ici d'alchimie. Les gens ils prenaient des cornues, ils mettaient de l'eau dedans et ils faisaient partir l'eau en ébullition, ils faisaient ce qu'on appelait une distillation. Et puis après la distillation, il restait un résidu de l'eau. Au début, l'eau n'était pas propre, donc ils considéraient que c'était l'eau qui était purifiée. Ils remettaient l'eau dans une cornue, ils refaisaient une distillation, il restait encore quelque chose. Et ils le faisaient. Du coup, les alchimistes disaient, voyez, vous ne pouvez jamais séparer l'eau de la terre, parce qu'elle ne forme qu'un seul composé. Non, ce n'est pas ça. C'est quand on mettait l'eau dans la cornue, elle se dissolvait dans l'eau et elle libérait de la silice. Le verre, contrairement à ce qu'on croit, quand vous buvez un verre d'eau, vous mangez de la silice. Donc, à petite dose, je vous rassure, mais vous en mangez. Voici différents verres. Ça nous préoccupe beaucoup quand on voit nos beaux vitraux de cathédrale qui n'ont que 500 à 1000 ans, qui commencent à se corroder. Le verre, ça se dissout dans l'eau. Vous avez ici un basalte, et ce basalte, à la surface, vous voyez une croûte orangée, en fait, c'est du verre qui s'est dissous. Ça a donné une sorte de mousse de silice amorphe qu'on appelle la palagonite, mais qui prouve qu'en quelques millions d'années, on peut fabriquer ces mousses. Vous avez ici, en fait, un verre. En fait, les Égyptiens fabriquaient du verre qu'ils exportaient. C'est le premier commerce international vers tous les autres pays. Donc ils fondaient du verre, les autres pays rachetaient des blocs de verre, et puis ils les fondaient pour faire des verres à Rome, et ainsi de suite. Parfois des navires font des naufrages, et on retrouve des morceaux de verre, et les scientifiques du CEA sont très intéressés de voir comment ce verre s'est dissous, parce que ça leur donne un recul de à peu près 2000 ans. Vous avez ici un verre de confinement qui est prévu pour 10 000 ans, mais il n'a pas duré 10 000 ans. Il a été étudié en fait, dans de l'eau très chaude et tout, et on voit une pellicule d'altération. Alors je vous rassure, c'est quelques microns, c'est des surfaces très très fines. Puis j'ai rejoint un autre problème, justement, cycle de vie de matériaux. Vous voyez ici de la fibre de verre d'isolation, c'est-à-dire de la fibre de verre qu'on met dans nos toitures tous les jours. Eux, ils ont le problème inverse. Ils ne veulent pas, si vous en respirez quand vous allez dans votre grenier, que ça reste dans vos poumons pour faire un effet d'amiante. Donc ces fibres, elles sont calculées, à l'opposé des verres de confinement, qui eux sont calculés pour durer 100 000 ans, ces fibres, elles sont calculées pour ne pas dépasser 40 jours dans vos poumons. Elles doivent se dissoudre avant 40 jours et avoir disparu. Donc il y a toute une problématique qui est à quelle vitesse un verre se dissout, et vous voyez qu'on peut faire toute la gamme. Donc ce n'est pas le moment de faire des verres biosolubles pour confiner des déchets nucléaires. Donc
Je vais vous passer rapidement ça. Je vais finir avec uniquement des images. Mais toute la problématique est de voir des verres. Vous voyez, quand ils sont... Ça, c'est typiquement un vitrail. Un vitrail qui est, je dirais, à l'intérieur d'une église. À l'intérieur, il a juste la vapeur d'eau des paroissiens qui ont fait de la buée en chantant. C'est bien. Mais ça fait de la buée et ça abîme les vitraux. Le dehors, il y a de l'eau de pluie. L'eau de pluie, elle attaque un peu plus fortement le verre. Et puis parfois, il y a des morceaux de vitraux qui sont tombés au pied de la cathédrale dans l'argile, et eux, ils sont complètement corrodés. Et donc, vous voyez tous les différents modèles. Voici un verre de confinement de déchets. Vous voyez une couche poreuse d'altération. Ce que vous voyez, en fait, c'est que la couche poreuse, c'est tout le départ des éléments solubles, et le verre cicatrise après, en laissant en fait de la silice, j'ai envie de dire du sable, qui se reconstruit mais qui est poreux. Je vais passer rapidement. Ça, c'est des modélisations. Donc, on a réussi dans les dernières années à modéliser en fait par des modèles de Monte-Carlo, des modèles de théorie assez simples finalement, l'altération d'un verre qui se porosifie en surface et qui va donner le départ des éléments, le sodium, le bore, les éléments solubles. Ça s'arrête et c'est pareil que l'expérience avec les mêmes cinétiques. Et on rend compte en fait d'un moment où l'altération s'arrête parce que la surface, la silice qui se met, elle bétonne, elle passive la surface. On ne peut plus dissoudre la silice, il n'y a plus qu'elle, et elle est insoluble. On a étudié aussi à l'échelle macroscopique la fracturation, c'est-à-dire les scénarios mauvais. Voici un scénario typique où vous allez avoir le conteneur de verre, vous allez avoir le métal, vous refermez le puits, vous allez avoir de l'eau qui arrive, l'eau fait oxyder le métal. On a prévu d'ailleurs de laisser de la place parce que quand le métal va s'oxyder, la rouille elle va prendre plus de place, donc ça c'est prévu. Et puis ensuite, l'eau va finir par atteindre le verre. On considère qu'il faut à peu près en fait 1000 ans pour qu'on ait corrodé le truc. Donc pendant 1000 ans, au moins, le conteneur en fer qui l'entoure est corrodé. Et puis ensuite, eh bien, le verre, il va se dissoudre. Alors on a fait des expériences modèles depuis un bon moment dans de l'eau propre, mais en fait maintenant, il faut étudier dans de l'eau sale. Il faut étudier au contact de l'argile. Donc vous voyez ici une expérience. Vous avez du verre qui a été altéré. La partie brune, c'était une feuille de fer qui a été altérée, donc elle faisait 10 microns d'épaisseur, il a fallu 6 mois pour la percer à 90 degrés, pour aller plus vite. Et puis vous voyez le bloc d'argile qui est derrière, et après ça c'est des profils qui sont faits au synchrotron en Suisse pour voir en fait la position des atomes et voir de combien ils ont diffusé. Et puis vous voyez par exemple, c'est pour la diffusion du fer, que dans l'argile, le fer de corrosion, celui qui a été attaqué du container, il a diffusé en fait sur des échelles grosso modo, que pour qu'il s'éloigne de plus d'1 mètre du conteneur, il faudrait attendre 10 000 ans. D'accord ? Donc voici le genre d'études qui sont faites. J'ai quasiment fini. Je voulais montrer que toutes ces recherches-là, sur lesquelles finalement je suis passé assez vite parce que aujourd'hui j'avais préféré parler plus des réacteurs nucléaires, ça nous amène à comprendre d'autres systèmes qui sont en rapport au monde durable. Par exemple, depuis quelques années, en fait, on produit plein de... Vous savez, la plus grande quantité d'ordures qu'on crée, c'est plutôt les ordures ménagères. Hein, d'accord ? Ces ordures ménagères, on les brûle et elles contiennent très souvent des métaux lourds. Et en fait, ces métaux lourds, eh bien, ils sont dans les cendres, parce que ce n'est pas du carbone, ça ne brûle pas comme ça. Ces cendres-là, on les purifie, on les récupère, et il faut savoir qu'on vitrifie maintenant, non pas uniquement les déchets nucléaires, mais aussi ces cendres, qui sont les résidus d'épuration, des fumées d'incinération des ordures ménagères, en plus rapide, les réfiums. Et une fois vitrifiés, on a bien vérifié qu'on a pris des compositions de verre qui vont ne faire que le plomb, le cadmium, qui peuvent être contenus dedans, ne vont pas se dissoudre. On peut les utiliser comme ballast sur des autoroutes ou comme remblai. Quand vous prenez des flacons de pharmaceutiques, ils s'attaquent et ils deviennent poreux en surface. C'est du bleu de méthylène qui vous révèle que dans certains flacons de médicaments, il y a de la porosité. Si vous faites des médicaments qui sont en fait à très très faible dose, on en fait de plus en plus de ce type-là, des concentrations de 10-4, 10-5 molaires, si vous ne faites pas attention, que vous les mettez dans votre récipient en verre pendant trop longtemps, ils vont en fait être absorbés dans la porosité, il n'y aura plus de médicaments dans le liquide. Si en plus après vous remettez de l'eau, vous allez dire « Ah tiens, c'est la mémoire de l'eau ». Il y a plein de propriétés intéressantes qui peuvent sortir. Voici les fibres de verre. On vous montre qu'en fait, on fait des compositions de verre. J'ai déjà montré. Ce que vous voyez ici, c'est un macrophage, un globule blanc qui est en train de boulotter une fibre de verre. Donc, il faut faire des fibres de verre qui se laissent boulotter par les globules blancs. Et à ce moment-là, plus de problème. Je passe là-dessus. Un dernier exemple aussi. On a parlé tout à l'heure de comment vieillissaient des systèmes
électrochrome. Je vais vous parler plutôt de photovoltaïque. Sur les panneaux photovoltaïques, on met une plaque de verre pour les protéger. Cette plaque de verre, on la traite de manière anti-réfléchissante, vos lunettes aussi d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de reflet. Mais vos lunettes, ce n'est pas grave. Quand elles sont rayées au bout d'un an, vous les changez. Il ne faudrait pas changer les panneaux photovoltaïques tous les ans à cause de ça. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On met un traitement anti-réfléchissant parce que quand la lumière arrive sur du verre, il y a 4% de la lumière qui est réfléchie. Il y a 2 faces sur du verre. Mettre un traitement anti-réfléchissant vous fait gagner 8% de lumière qui arrive sur votre silicium photovoltaïque. Donc, ce n'est pas aussi glorieux que fabriquer le panneau photovoltaïque en silicium, mais ça sert. 8% de mieux en rendement. L'ennui, c'est que vous faites des systèmes poreux. Et ces systèmes poreux, en fait, ils vieillissent. Ils vieillissent parce que quand il y a l'humidité qui rentre dans ces systèmes poreux, eh bien, le verre s'altère avec de l'eau qui arrive dessus. Le sodium sort du verre, il monte le pH et il altère le verre encore plus. Donc tous ces problèmes de vieillissement, on les connaît maintenant parce qu'on s'est intéressé au vieillissement du verre de confinement de déchets nucléaires qui avait justifié ces choses-là. Donc j'en ai fini. Je vous ai montré l'aspect monde durable de ces travaux. On peut se poser évidemment plein de questions au problème du nucléaire. Personnellement, c'est un sujet qui est pluridisciplinaire. Donc j'ai cité les travaux de grandes quantités de personnes travaillant au CEA, l'ANDRA, dans des équipes du CNRS ou de l'université. Mais c'est quand même quelque chose d'à la fois extrêmement important et d'extrêmement prétentieux de vouloir prédire sur une échelle de 100 000 ans en fait, de sûreté le comportement d'un composé, plus que la durée de l'humanité. Rappelez-vous que le coût du stockage, c'est 20% de l'énergie, du coût de la production de l'énergie électrique, et que ça amène à une science du vieillissement multi-échelle, multi-interface, qui finalement, je vous ai montré des applications qui ne sont pas le nucléaire, mais qui sont vraiment dans le durable. Je vous recommande ces 2 livres. Celui-ci très facile à lire sur les déchets nucléaires, la vitrification, j'ai été très rapide. Celui-ci qui, à mon avis, est très utile en ce moment pour comprendre tous ces problèmes qui se passent au Japon. Et je vous remercie de votre attention.